Bonjour, bienvenue pour le premier épisode de ce podcast, le podcast impertinent des DSI, CIO, CDO et de tous ceux qui ont compris que la révolution industrielle en marche était la leur au sein des entreprises. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir François Demongeot, ancien vice-président pendant 5 ans de Mars Information Services, la DSI du groupe qui produit et distribue les marques de produits grand public iconiques M&M's, Snickers, Twix, Royal Canin, Whiskas ou encore Uncle Bells. Comment ça va, François ? Très bien, et merci pour cette invitation. Excellent, on va passer 20 minutes ensemble et on va discuter du DSI, méconnu, incontesté. Pauvre DSI, exactement. Chef d'orchestre du système d'information, François. C'est la clé de voûte de l'entreprise du 21e siècle. Il est visionnaire, il est audacieux, il est téméraire. Il soutient souvent, parfois contre vents et marées, les différentes stratégies de l'entreprise. Et à mon micro, en 20 minutes ensemble, François, aujourd'hui, on va essayer de balayer un certain nombre des problématiques que tu as pu et que tu peux continuer à vivre pour informer nos aimables auditeurs. T'es prêt ? Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Je vais te demander, pour démarrer, de donner ton prénom, ton nom, ton âge et ta profession actuelle. Donc, François Demongeot, j'ai 62 ans et je suis actuellement consultant en stratégie informatique et également advisory dans un certain nombre de sociétés de software. Ok, et avant ça, combien de temps as-tu été au poste de DSI, directeur des systèmes d'information ? J'ai été DSI pendant plus de 25 ans. Ok, dans quelles entreprises ? Alors, j'ai d'abord été, non pas DSI, mais consultant en informatique et dans les DSI dans le groupe Accenture, qui s'appelait Arthur Andersen. Puis, j'ai été DSI dans le groupe Mars, d'abord dans la filiale française du Petcare, qui s'appelait Unisabi. Et j'ai petit à petit monté pour prendre des responsabilités européennes. Et j'ai terminé ma carrière comme DSI Monde de la filiale Petcare du groupe Mars. C'est une filiale qui fait plus de 13 milliards de chiffre d'affaires. Super. Et est-ce que tu peux, pour continuer à nous situer, nous dire combien de personnes tu avais à ce moment-là dans tes équipes, oui. Et donc combien de personnes tu avais en responsabilité ? Alors, c'est intéressant, je vais donner 2 chiffres. Lorsque j'ai commencé dans le Petcare, qui était une société qui faisait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, j'avais une vingtaine de personnes sous ma responsabilité et toutes les personnes étaient directement sous ma responsabilité. Lorsque j'ai quitté Mars, donc dans la partie Petcare, je m'occupais de toute l'activité européenne de l'IT en Europe. J'avais environ 400 personnes sous ma responsabilité, plus 200 personnes extérieures contracteurs. Donc, okay. Une très, très grosse équipe. Ok. Est-ce que tu sais donner les différents domaines dans lesquels tu les avais organisés ? Oui, alors c'était une organisation assez classique finalement, à la fois back-office, front-office, et puis à la fois projet et support. Donc les projets, c'était le déploiement de toutes les applications possibles au niveau de l'entreprise. Et puis le support, c'était un support front-end applicatif par domaine fonctionnel et un support back-end très classique avec support à l'utilisateur, support des réseaux et tout l'environnement processing, donc mainframe, mid-range et réseau de communication. Est-ce qu'il y avait un petit point spécifique de cette organisation que dont tu as envie de parler ? Oui, je pense que le point spécifique, c'est qu'elle n'a jamais été stable. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs une de mes offres de service actuelles, c'est d'aider les CIO à transformer leur organisation. C'est qu'elle n'a jamais été stable, ni géographiquement, ni organisationnellement, et qu'il a fallu en permanence s'adapter à la fois à l'arrivée des nouvelles technologies qui créent des nouveaux métiers, et aussi aux structures de coûts qui nous ont ou permis ou forcé, selon le point de vue, des délocalisations internes en groupe, puisqu'on a créé un centre de compétences en Russie, ou des délocalisations externes en groupe, puisqu'on a beaucoup utilisé des centres de compétences de partenaires en Inde. Ok. Est-ce que tu peux me dire en un mot quel est le rôle du DSI pour toi dans une entreprise ? Oui, alors un mot, ça serait intégrateur. C'est vraiment l'homme qui fait relier toutes les parties de l'entreprise et qui garantit qu'elles communiquent toutes entre elles.
Ok. Quelle est selon toi la solution informatique incontournable, le must-have que toute entreprise devrait avoir? Bon, alors c'est évidemment, je suis plutôt dans le domaine manufacturier, donc on est obligé de dire qu'il faut quand même un ERP et on va dire SAP, même si on le dit avec parfois un peu de regret. Ok. Depuis tes débuts, donc du coup sur ces 25 ans de carrière sur ce sujet, quelle est selon toi la plus grande révolution informatique que tu as vu passer? Alors, j'en ai vu passer énormément, puisque j'ai même commencé ma carrière dans des entreprises où il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, je monte mon âge. Je dirais que la plus grande révolution, c'est finalement la dernière, c'est-à-dire l'appropriation par l'utilisateur et l'ensemble des services d'une informatique étendue. C'est-à-dire que l'informatique est passée d'une espèce de spécialiste centralisé à vraiment l'applicatif à disposition sur le téléphone, sur le laptop, donc vraiment l'informatique distribuée. C'est ça la Ok. révolution Ok. Donc c'est pas une révolution technologique, c'est plutôt une révolution culturelle culturelle. Et et d'élargissement de la population qui s'intéresse à la matière poussée par le DSI. C'est pas moi qui te dirais le contraire avec ce podcast justement. Euh, Depuis tes débuts, c'est quoi ta plus grande déception au niveau innovation, au niveau solution? Alors, je vais avoir une déception. Alors, il y a une déception qui est peut-être plus stratégique, je vais le dire en souriant avec vous, mais c'est le destin de Business Object, qui Hmm. était magnifique, fantastique, et qui lui a révolutionné la gestion des données, et son appropriation par SAP, qui en a fait un peu n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est une des déceptions. Ok, ok, Une autre déception, c'est la faculté qu'ont les informaticiens à rendre les choses plus compliquées qu'elles sont et survendre un peu parfois leurs services. On s'est pris les pieds dans le tapis avec l'an 2000 où on a survendu la complexité et obtenu des budgets pharaoniques qui probablement ont plombé l'IT pour un certain nombre d'années. hmm, ok. On dit que la donnée est le fuel du 21e siècle. Est-ce que tu as un exemple d'un de tes projets ou grande réussite avec tes équipes sur ce sujet? Ou au contraire, d'échec ou de frustration? Tu en as donné un, mais je me permets de Non, rentrer dans la matière. non, je pense il y a beaucoup d'exemples où la donnée a été utilisée. Alors, dans mes expériences, j'en retiendrai deux. Alors, je ne dirais pas les outils parce que Toucantoco n'existait pas à l'époque, mais en particulier une analyse de l'ensemble de nos fournisseurs, des délais de paiement, des comparaisons de paiement et de la gestion du cash par rapport à ça en extrayant toutes les données SAP et mettant derrière un programme extrêmement formel de consolidation de ces données de fournisseurs du local au mondial et ayant une pression sur les fournisseurs. Donc ça, c'est un super programme sur les données. Un autre programme, alors là, dont j'ai le souvenir aux États-Unis, c'est utiliser de manière intelligente toutes les données disponibles dans le marché auprès de nos clients et des clients de nos clients pour faire véritablement des prévisions beaucoup plus prédictives à long terme et réinjecter ça de manière intelligente dans les systèmes de planification. Donc, Ok, donc c'est une sorte de panéliste en interne en fait. oui, analyse en interne et puis bien mixer l'effet des promotions avec les effets de saisonnalité habituels. Ok, dossier éminemment marketing évidemment. Oui, tout à fait. Marketing, vente, donc, et qui est très orienté sur des problématiques aussi de coûts, puisque aujourd'hui, dans les biens de grande consommation, ça coûte de plus en plus cher de distribuer ces produits, soit en les référençant, soit en ayant des promotions qui attirent le consommateur, et calculer et voir la profitabilité réelle de ces promotions est un enjeu majeur. Ok, super. Te souviens-tu quel était le budget qui était alloué à ton service? Oui, alors on comptait en pourcentage du chiffre d'affaires. D'accord? En général, on avait une target qui était 1,8% du chiffre d'affaires net des ventes de la société, qui diminuait d'ailleurs d'année en année. Et donc, j'ai dû gérer entre 250 et 300 millions de dollars à peu près. Ok. Un budget Ok. considérable. Ouais. Alors, considérable vu par les directeurs financiers. On était probablement le premier budget qu'ils ne comprenaient pas.
Ok. Et dans ce budget-là, quelle était la portion que tu as allouée à la sécurité, au sens large Ah là là. Alors, c'est une excellente question parce que on a longtemps eu une approche de la sécurité, pardon, qui était très décentralisée en responsabilisant les équipes et les individus sur leurs tâches de sécurité. Donc le budget était très faible, était moins de 4% de cet ensemble, mais par contre distribué. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'avais à nouveau la gestion de ce budget, c'est l'un des budgets sur lequel je ferai un changement considérable en contenu. et tu centraliserais un peu plus. Je centraliserai beaucoup plus et surtout, c'est que on n'avait pas encore l'expérience d'un certain nombre de sujets qui nous sont tombés dessus, aussi bien en résilience de l'infrastructure, en attaque de virus, en attaque externe, en contamination de virus, qui sont devenus un peu monnaie courante maintenant. Donc, Ok. je crois que les grands groupes ont payé le prix pour comprendre qu'il faut augmenter le budget sécurité. Ok. SaaS ou on-premise? Alors, ça sous on-premise, mixte, hybride, parce que je pense que on-premise, si on veut garder le contrôle de ce qu'on fait, si on veut éduquer un petit peu son personnel à ce que c'est que l'informatique, il faut faire aussi du processing. Je suis désolé de le dire, mais j'ai fait de l'optimisation d'hardware dans ma jeunesse et on peut encore dans ces domaines-là apprendre beaucoup en temps de réponse et performance. Par contre, SaaS est absolument indispensable pour certaines applications qui sont partagées à l'extérieur avec beaucoup d'acteurs qui seraient vos clients, vos fournisseurs, vos consommateurs. Et SaaS surtout est extrêmement indispensable pour tout ce qui est variabilité de volume. Donc on lance une promotion, vous serez gagnant, mais ça s'arrête à vendredi soir. Là, il n'y a pas d'autre moyen que de le faire sur du SaaS. Ok. Avais-tu du Shadow IT à l'époque? Oui, Est-ce bien que tu sûr. arrivais à en évaluer un peu la quantité Bien sûr, c'est le Shadow IT est né en même temps que l'IT. Il n'y a aucun doute là-dessus. On faisait des estimations, c'est toujours resté de 10 à 15%. D'accord. Mais Comment... ça a toujours existé. Il y a toujours eu un general manager qui n'aime pas la recommandation du PC que vous faites, un directeur des ventes qui n'aime pas la recommandation du software, qui essaie d'introduire de force quelque chose. Donc ça a toujours existé. Et donc 10 ou 15%, c'est quoi? C'est en nombre de projets ou c'est Oui, 15% du coût de l'IT. Donc, si du coup de l'IT? Ok. il y avait 200 millions, ça fait 30 millions qui étaient du Shadow IT. Donc qui était acheté directement par les métiers. Voilà, acheté directement par les métiers. Ok. Ok. Qui a le dernier mot selon toi ou qui devrait l'avoir dans le choix des outils? Alors, c'est compliqué. Je pense que le DSI devrait l'avoir, c'est évident. Il y a des points régaliens sur lesquels il est absolument celui qui doit avoir raison. C'est lui qui gère la sécurité, les performances, les accès et l'intégration. Donc là, il n'y a pas photo. Et les data, la structure des data, c'est le DSI. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, les directions fonctionnelles ont quand même un rôle important dans le choix des fonctionnalités. Mais à la fin des fins, je pense que le DSI a beaucoup plus d'arguments. Est-ce que tu aurais un tips à quelqu'un qui prendrait un nouveau une nouvelle position de DSI sur comment il gère cette articulation et cette prise de décision, tu vois? Un truc très opérationnel. Bah, le truc opérationnel, c'est, moi que j'utilisais toujours, c'est fermer les yeux et je vous débranche le hardware et vous n'avez plus de système d'information pendant 3 heures. Comment est-ce que vous survivez? Et en général, on s'aperçoit que c'est la panique dans les entreprises. Donc on dit, vous voyez, je crois que j'ai un rôle important pour vous et on continue la conversation. Ouais, c'est pushy là, François, comme comme Oui, remarque. non, il ne faut pas hésiter. Bon, un DSI se fait marcher sur les pieds en permanence. Un DSI, surtout dans les 5 dernières années, a eu toute la problématique du est-ce qu'il est DSI ou est-ce qu'il est CDO? Est-ce qu'il gère l'architecture et les données ou est-ce qu'il gère le business? Qu'est-ce qu'on lui demande? Comment on lui demande? Et je crois qu'on arrive un petit peu à la fin de cette courbe-là qui dit que, pour moi, en tout cas très clairement, un CDO n'est pas très différent qu'un Chief Marketing Officer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pour but de développer le business, mais comme celui de la supply chain, comme celui des finances,
a besoin d'outils et de systèmes d'information, et le DSI reste le garant de la mise à disposition et l'intégration de tous les outils pour l'entreprise dans tous les domaines, y compris marketing et vente. Et donc, ce qui est demandé au DSI simplement, c'est d'augmenter ses compétences de compréhension de ce qu'est le business. On a trop eu de DSI qui se contentaient de dire « moi, je suis ressources humaines, finance et supply ». Non, un DSI, ça couvre toutes les fonctions d'une entreprise. Ok. Tu faisais partie du COMEX? Alors, donc, j'étais vice-président, j'étais dans un groupe où l'informatique était elle-même une société. Donc, j'étais au comité de direction de cette société. Par contre, j'étais évidemment CIO de la division PetCare, mais je ne rapportais pas directement au président de monde de PetCare, je rapportais au directeur financier. Par contre, j'avais accès librement au président lorsque je le désirais. Ok. Et du coup, quelle est ta recommandation sur ça pour toi? Le DSI, il est au COMEX ou pas au COMEX? Le DSI, alors évidemment, ça dépend de la structure et de la taille, mais compte tenu aujourd'hui du rôle des systèmes d'information, de la digitalisation, il doit être le plus haut possible dans l'entreprise, en restant à sa place, c'est-à-dire il n'a pas forcément besoin d'être à des comités stratégiques hyper devant, mais il est au moins à un codir s'il n'est pas au comité stratégique. Donc, oui, Okay. le plus haut possible. Qui était ton allié du coup dans l'organisation qui au contraire était ton détracteur? Traditionnellement, plutôt les gens de la supply chain, parce que je pense que c'est dans les entreprises les gens qui ont été le plus convaincus de l'utilité des systèmes pour réduire les coûts, optimiser, tracer, etc. Les détracteurs, souvent, il y en avait deux types de détracteurs, souvent le directeur financier, qui selon les époques trouvait qu'on ne le servait pas bien lui, ou trouvait qu'on dépensait trop. Donc ça, c'est le premier détracteur. Et deuxième détracteur, les directions marketing, qui très ambivalentes, qui trouvaient que les informaticiens ne travaillaient pas pour elles, mais qu'en même temps ne voulaient surtout pas que les informaticiens travaillent pour elles, parce que ça aurait découvert un certain nombre de leur façon de travailler. Ok, triptyque finance, marketing et DSI, le match gagnant pour une grosse ambiance au COMEX, on a compris. Et ok, et pour terminer, est-ce qu'il y a un DSI, un CIO ou un CDO que tu penses qu'on devrait tous connaître et dont on devrait regarder une interview Alors des travaux? je suis ça amuserait ceux qui m'entendront, mais je suis en fait très impressionné par le récent CIO de Mars Incorporated qui s'appelle Sandeep Dadlani, qui a introduit une révolution complète sur le digital et sur le rôle des systèmes d'information pour délivrer de manière agile, rapide, des solutions orientées marché, orientées manufacturing, qui soient vraiment ce que veulent ses clients. Donc, c'est un des noms. Un autre que je vais suivre, c'est le nouveau CIO DSI de Danone, qui est arrivé relativement récemment, qui s'appelle Erwin Locke, je crois. Et il succède, c'est assez intéressant, c'est exactement la même histoire que chez Mars. Il succède plutôt à des générations de gens dont la mission a été de déployer un ensemble d'applications homogènes, standardisées, de manière efficace. Et cette nouvelle génération de DSI est là pour faire avancer la floraison de solutions rapides, innovantes dans tous les domaines. Donc, Super. effet de génération. Ok. Donc le DSI, ton successeur du coup chez Mars, Non, c'était le successeur de mon patron. ton successeur de ton boss et le Et nouveau le nouveau DSI CIO de Danone. Très bien, c'est noté. Est-ce que il y a des assos ou des cercles de DSI que tu fréquentes et que tu recommanderais? Alors faiblesse du groupe Mars, j'étais très peu ouvert à l'extérieur. Je me suis dit, j'ai bien rattrapé ça depuis. Pour un DSI, je recommande en fait la base, c'est pratiquer Gartner et aller aux réunions Gartner. Il y a le CIO Forum, qui est un très bon forum sur le net qui rassemble un certain nombre de directeurs informatiques. Il y a tout ce que fait dans le domaine des biens de grande consommation
la CGT, alors c'est pas notre CGT à nous, c'est Global Consumer Good Forum, et qui sont différents endroits où on peut chercher de l'inspiration. Ok, super. Prochain DSI ou CIO que tu penses que je devrais interviewer? Alors, je pense qu'il faudrait aller voir dans des sociétés de taille moyenne où les fonctions CDO et DSI se renforcent, je sais pas, dans la pharmacie, peut-être Sanofi, dans l'agroalimentaire, chez Bell, dans voilà, des structures où ça change un petit peu. Ok, super. Eh bien, écoute, c'est noté. Et Merci, Franck. offline, j'ai des noms éventuellement. Excellent, excellent. Avec grand plaisir. Merci François du coup pour ce témoignage très libre et dans l'esprit impertinent de ce podcast. Dernière chose à ajouter? Non, ben je suis ravi de connaître Tukantoko. Je suis très impressionné par quelque chose que vous achevez qui est l'utilisabilité de vos solutions par le end user. Ça, c'est un challenge que tous les DSI ont, qui est-ce que tout ce que je déploie va vraiment être utilisé? Et ça, c'est une question qui reste éternellement ouverte. Et ouais, à la fin, on veut de l'usage pour ce que l'on déploie, parce que c'est quand même l'ultime récompense, c'est quand même de bosser pour avoir des utilisateurs qui sont contents et qui l'utilisent au quotidien. Merci beaucoup François, à très bientôt. Au revoir.